Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale. Moi, le générique, à chaque fois, ça me met en joie. Voilà, on a un générique tant dans les couleurs que dans la musique qui met plutôt de bonne humeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si vous êtes avec nous, c'est que normalement, vous vous plaisez. Nous avons Antoine qui est en régie, qui lui aussi se... Voilà. T'es content, Antoine? Ça va? Oui, c'est un petit oui-dit. Vous savez que la semaine prochaine, c'est la dernière semaine avant la petite trêve des confiseurs, comme on dit, pour la matinale. Donc on essaiera de mettre un petit peu d'ambiance festive sur ce plateau. Je compte sur vous pour être au rendez-vous dans cette dernière ligne droite. D'ici là, nous sommes mercredi et nous avons décidé de mettre les collégiens à l'honneur dans cette matinale. Gros plan ce mercredi sur le conseil départemental des jeunes. Vous connaissez 60 collégiens qui sont élus par leur père, qui viennent d'être investis d'un mandat de 2 ans. Ils ont 24 mois pour travailler tous ensemble autour de la transmission de la mémoire de leurs aînés ayant vécu la Seconde Guerre mondiale. Nous évoquons aussi cette fréquentation en baisse de 7%. C'est du tourisme, un chiffre d'affaires qui s'annonce aussi légèrement inférieur aux années précédentes. Les professionnels de l'hôtellerie de plein air tenaient leur assemblée générale cette semaine aux Atlantes, au Sables d'Olonne. Ils ont maintenant l'hiver pour réfléchir à la manière de se démarquer de la concurrence s'ils veulent faire mieux l'année prochaine. Et puis les amateurs de course au large vous diront peut-être qu'il n'y a pas que le Vendée Globe dans la vie et qu'il n'y a pas que le Vendée Globe qui mérite d'être suivi. Nous allons à la rencontre de Matteo Le Calvic, un skipper sablais actuellement en quête de sponsor pour la Mini Transat 2025 après avoir vécu l'embrasement de son premier bateau l'été dernier. L'invité du jour dans cette matinale, c'est Corentin Stemler, à quelques jours de la reprise de la Dame de Pierre au Palais des Congrès à Paris. Le metteur en scène à l'origine du succès est avec nous en ce mercredi matin, alors que la cathédrale Notre-Dame à Paris retrouve ses visiteurs depuis sa réouverture le week-end dernier. Ensemble, nous évoquons la genèse et le succès de cette grande fresque musicale qui a tourné dans toute la France et dont les origines, n'oublions pas, sont en Vendée, à Montsireng, dans le pays de Pouzauges. Un entretien que vous pourrez également retrouver sur tvvendée.fr. Le téléphone de la matinale, vous le savez, comme d'habitude, ce sont les chiffres du loto qu'il faut jouer. Le 06 84 54 77 23. 06 84 54 77 23. Et en même temps, je vais vous dire, je n'y connais rien en loto. Je ne sais pas s'il y a assez ou trop de chiffres. Les informations pratiques de ce 11 décembre. Regardons la carte et oublions mes bêtises. Pour résumer la journée, eh bien, c'est un ciel qui est encore bien encombré par les nuages. Ce matin, je vous propose un réveil, la tête non pas dans le brouillard, mais dans les nuages, dans le gris. Des nuages pour tout le monde, quelques pluies qui sont même annoncées dans le nord de la Vendée, un vent de 35 à 40 km/h et des températures de 4 à 5 dans les terres, 7 sur nos îles. Cet après-midi, toujours des nuages partout, même si le soleil doit tenter un retour plutôt dans la partie sud du département. Et encore une fois, il sera un peu difficile d'oublier ces bourrasques 30 à 40 km/h. C'est pas grand-chose, mais quand on enchaîne les journées un peu venteuses, ça devient fatigant. Au niveau des horaires de marée, eh bien, nous avons une pleine mer qui est prévue à la mi-journée. 13h15 très exactement si vous êtes au Sables d'Olonne, 13h15 très exactement si vous êtes à Noirmoutier. La basse mer, elle, il y en avait une en tout début de journée à 6h30, donc un peu avant que nous nous retrouvions pour cette matinale du mercredi. La prochaine, elle est à 19h03 au Sable, 19h09 à Noirmoutier, coefficient 60-64. Enchaînons avec la carte des marchés. Et je vous propose 3 rendez-vous. Nous avons essayé de mailler le territoire. Vous avez vu, les 3 exemples de ce mercredi vous emmènent un petit peu partout. Il y en a d'autres, évidemment, et on essaie de les changer chaque jour. Aujourd'hui, c'est les herbiers. C'est comme le samedi, vous avez jusqu'à 12h30 pour aller sous les Halles. Et c'est aussi jour de petite foire, rue nationale et place des droits de l'homme. Au Sables d'Olonne, c'est jusqu'à 13h que vous allez pouvoir retrouver vos commerçants rue de la République. Là, nous sommes côté Château d'Olonne. Et jusqu'à 13h, c'est cours Louis Guédon également pour les Sables. Enfin, à Fontenay-le-Comte, le marché sous les Halles se terminera à 12h30. Pas de problème particulier au niveau de la circulation à vous signaler. Nous enchaînons donc sur l'éphéméride.
Aujourd'hui, c'est la sainte Damaze. Damaze, oh là là, Damaze, c'est Daniel. Donc, bonne fête au Daniel, bonne fête également au Arthur et au Sabin. Un dicton, visite les ruches à la Saint-Daniel, mais garde-toi d'ôter le miel. C'est le conseil du jour. Et puis, c'est ce que nous disions tout à l'heure, le jeu vidéo Angry Birds, comme on dirait en cours d'anglais, fête ses 15 ans. Et c'est un jeu finlandais, figurez-vous. Vous vous souvenez, là, ces petits oiseaux, là, pas très beaux. Et plus de 3 milliards de téléchargements en 2015. Nous avions du temps à occuper en 2015. On passe au journal. Ils étaient 15 000 à voter en ce début d'année scolaire. 15 000 collégiens vendéens qui ont élu leurs conseillers départementaux juniors. 60 représentants qui viennent d'être investis d'un mandat qui doit durer 2 ans. Leur mission, eh bien, à l'image de leurs aînés, travailler ensemble pour développer un projet à l'échelle de la Vendée. Cette fois-ci, nos jeunes conseillers départementaux ont pour mission d'enquêter sur la Seconde Guerre mondiale pour réfléchir au rôle des enfants et des ados dans la transmission de la mémoire. Simon Philippot. Ils sont 61 jeunes conseillers départementaux élus par les collégiens et les élèves des MFR du département pour les représenter. Une belle manière pour eux d'apprendre le rôle d'un élu. Le conseil départemental des jeunes, il existe sur notre département depuis 1997. Donc ça a été une volonté à l'époque de faire entrer les jeunes dans la vie citoyenne, leur faire comprendre comment fonctionne un projet, comment on monte des projets, comment fonctionne le conseil départemental des adultes et puis leur donner l'envie de cet engagement. Durant cette première session dans l'hémicycle, les jeunes élus ont dû choisir leur président parmi 7 candidats. Et c'est Oscar Etourneau du collège Saint-Joseph de Chantenay qui a remporté ce vote. Lui-même a du mal à le croire. Je réalise pas encore, je suis un peu encore dans les vagues parce que c'est beaucoup d'émotions en quelques secondes. Donc, mais je suis très heureux. Et au premier tour, je réalisais pas encore. Je pensais que c'était pas très possible parce que j'étais à quelques points d'écart. Et au deuxième tour, quand j'ai vu que j'étais devant, je me suis dit bon, on va voir, mais il y aura peut-être une remontada. Pour les établissements scolaires ayant un jeune conseiller départemental, cela permet de porter des projets, mais surtout de travailler sur les questions de citoyenneté durant toute l'année. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de compter sur Emma, qui elle est représentante dans notre établissement. Donc on a prévu déjà un tableau pour qu'elle puisse elle s'exprimer et je pense qu'on va faire quelques petites réunions avec elle pour voir ce qu'elle attend de nous les adultes. Voir ce qu'on peut faire aussi pour qu'il y ait une meilleure communication autour du CDJ au sein de notre établissement. Et on attend de voir ce qu'Oscar aussi va proposer pour nous pouvoir le diffuser. Les jeunes conseillers départementaux sont élus pour 2 ans et ce nouveau mandat sera placé sous le signe de la mémoire, notamment du souvenir des événements survenus en Vendée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le précédent mandat était consacré à la lecture et celui d'avant, c'était au sport, vecteur de bien-être pour tous. Olivier est un ancien artiste parisien et à 70 ans, il s'est lancé dans la réalisation d'une expo photo sur son lieu de vie, une expo qui vient d'être présentée à Challans. Olivier habite aujourd'hui la pension de famille La Salicorne, 9 logements loués par des gens abîmés par la vie. Son travail, baptisé âme 3D, montre à la fois le quotidien dans son appartement, mais aussi l'implantation de sa résidence en marge de la cité chalandaise. Et on a fait une sélection de 28 clichés qui racontent en fait une petite histoire, l'histoire du positionnement d'une pension de famille, de la pension de famille de Challans, au sein de la cité, et comment justement cette pension de famille est accessible ou pas avec le reste de la cité chalandaise. Donc l'idée c'était de dénoncer un peu peut-être cet isolement de la pension de famille dans une zone artisanale qui n'est pas hyper géniale pour le cadre de vie. On est quasiment... C'est pas caché, c'est le terme qui est beaucoup plus fort pour moi, c'est l'isolement dans lequel on peut se trouver, être. C'est-à-dire qu'en fait, on est quelque part un peu camouflé, effectivement, et là c'est très fort, puisque tout ce que l'on ressent de l'isolement se traduit au niveau de la vie, ici même. L'isolement qui est donné localement et excentré du centre-ville n'autorise pas finalement à beaucoup de réelle ouverture.
La Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air vient de dresser son bilan pour la saison 2024. Une saison jugée difficile par le secteur, plombée par une météo défavorable et un contexte politique compliqué. Les adhérents de la fédération ont d'ailleurs trouvé la première partie de l'année plutôt anxiogène. Août, septembre, puis le Vendée Globe ont permis de redresser un peu la situation. On parle d'une fréquentation en baisse de 7% sur le territoire, mais avec une optimisation des tarifs, alors peut-être une tarification dynamique ou alors un remplissage supérieur pour septembre qui a été très bon. Et aussi avec le seul rayon de soleil qu'on a eu, le Vendée Globe, de la saison qui a bien clôturé la saison, on peut estimer que le chiffre d'affaires sera inférieur à l'année dernière, mais supérieur à au moins 7% de fréquentation. Il faut que chaque camping se pose la question de la différenciation. Chacun doit personnaliser un petit peu sa structure pour trouver sa clientèle. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ressemble plus à un camping 4 étoiles qu'un autre camping 4 étoiles? Des toboggans, etc. Il a bien insisté sur le fait qu'il faut se différencier, c'est une certitude, et faire en sorte que le client vienne chez soi pour vivre une expérience. On a bien compris que le waouh doit fonctionner avec les clients et je pense qu'aujourd'hui, il faut y travailler. Alors, pour rester compétitif et que le waouh fonctionne toujours, les professionnels vendéens ont donc maintenant l'hiver pour affiner leur positionnement et trouver des idées pour coller aux nouvelles attentes des touristes. Alors les attentes, oui, ont beaucoup glissé au cours des 30 dernières années. Et c'est là qu'on voit justement cette capacité à évoluer qui nous a été bénéfique puisque l'activité de la profession a beaucoup augmenté au cours des 20 dernières années. On est le mode d'hébergement qui accueille le plus de personnes parmi les hôtels, les villages de vacances et les résidences de tourisme qui ont capté le plus de nouvelles clientèles depuis 25 ans. Parce que justement les attentes des clientèles historiques mais également des nouvelles clientèles qui fréquentent les campings. Car finalement le tour de force de notre profession, c'est d'avoir pu garder au cours de cette évolution très importante qu'on a connue depuis 30 ans, d'avoir gardé les clientèles historiques, mais également d'avoir capté de nouvelles clientèles qui, il y a 40 ans, n'auraient jamais mis les pieds dans un camping. Du sport à présent avec cette rencontre au Sable d'Olonne. Matteo Lecalvic est un jeune skipper de 24 ans. Il a préparé pendant 5 ans un projet de mini-transat. Mais cet été, lors de la course en solitaire Les Sables, les Açores, les Sables, son bateau a pris feu avant de couler. Le choc passé, Matteo a depuis relancé son projet et cherche des partenaires pour continuer les courses au large. Objectif, la mini-transat 2025. Louise Viagé. Les images sont difficiles à revoir pour Matteo, celle de son naufrage sur la mini-transat cet été à seulement 36 heures de l'arrivée. Au moment où ça explose, c'est une boule de feu et c'est instantané. En quelques secondes, le pont fond. Donc en fait, ça a pris feu à l'intérieur. J'ai fermé la porte en me disant le feu va être contenu dedans et va peut-être s'étouffer de lui-même ou je ne sais pas. Et en 10 secondes, le pont a fondu et les flammes sont sorties par là. Et là, c'est très très rapide, il faut évacuer et on voit que ça part en fumée en quelques secondes, effectivement. Depuis, Matteo travaille sur un nouveau bateau et il est même reparti au large sans attendre entre Palma et Melilla, une course qu'il a gagnée en double avec Arthur Meurice. Ça faisait du bien au moral de remettre un peu de positif dans le projet et maintenant il faut que ça continue. Donc continuer maintenant que je connais le bateau, à le mettre à ma main, faire les petites modifications qui le rendront parfait pour pas être embêté en nave. Et puis m'entraîner beaucoup avec en début de saison prochaine, continuer les qualifications et être prêt pour le départ de la mini-transat en septembre 2025. L'objectif est donc clairement affirmé pour le jeune homme de 24 ans, mais pour l'atteindre, il se concentre à 100% dans la recherche de partenaires. Le but est créer un projet en accord avec ses valeurs. Suite à la perte de mon bateau, j'essaie de travailler avec des associations, notamment Clean Ride, qui organisent des nettoyages du littoral, des collectes de déchets, etc., pour essayer de rectifier le tir de l'impact environnemental de la perte de mon bateau. Et donc voilà, j'essaie de travailler avec des entreprises locales qui sont dans cette démarche RSE à avoir un impact positif sur l'environnement local. Matteo espère reprendre les entraînements dans 1 mois, les courses en avril et la mini-transat en septembre prochain.
Il n'y aura pas de festival Facessi en 2025. Annoncé en conseil municipal lundi soir, l'information a été officialisée ce mardi. Budget des collectivités serré, hausse du coût des prestations ou encore alourdissement des obligations techniques et réglementaires. La commune de Mouilleron-le-Captif préfère ne pas s'engager pour une 26e édition. Et puis un chargement solidaire, c'était hier matin à Saint-Hilaire-de-Riez. Les bénévoles de l'association Nos Mains pour le Togo ont rempli un conteneur humanitaire à destination du port de Lomé. À l'intérieur, des fournitures médicales, scolaires et autres matériels récoltés grâce à la participation des habitants de Saint-Hilaire, mais aussi d'entreprises de la région. L'ensemble est destiné à un nouveau dispensaire. Moi, je suis infirmière à la clinique La Sagesse à Rennes. Et donc, vu qu'ils ont fait construire un dispensaire, j'ai demandé à ma clinique s'ils n'avaient pas des choses à donner. Et donc, ils ont donné des échographes, des lits médicaux, des brancards, des armoires, des chaises, des chariots médicaux, tout ça. Donc super. Et puis, les gens se sont vraiment pris au jeu. Je pense à sa collaboratrice aussi, qui travaille chez Lactavit, avec qui on a fait un exposé pour les enfants dans une école. Et donc, ils ont rempli des caisses généreusement aussi, donc super. Ils ont aussi fait des dessins pour les enfants LABAC. Donc voilà. Et beaucoup d'émotions, ça s'entend. De la météo aussi, ça c'est pour les prochaines heures. Eh bien, c'est un début de mercredi plutôt nuageux qui s'annonce pour l'ensemble de la Vendée, vous le voyez. Ce matin, c'est l'ensemble du département qui est concerné. Cet après-midi, le sud devrait voir un petit peu le soleil pointer le bout de son nez. En attendant, 4 à 7 degrés pour démarrer ce mercredi. Je vous propose maintenant d'enchaîner et de commencer notre deuxième partie de matinale. Et nous allons, comme d'habitude, commencer depuis comme d'habitude, depuis le 10 novembre dernier, nous allons commencer, voilà, je remets les mots dans le bon ordre, avec des nouvelles du Vendée Globe. Il est temps de retrouver votre journal du Vendée Globe, le résumé des 24 dernières heures pour l'ensemble de la flotte encore en course dans cette 10e édition avec Alexandre Lenaour. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Un mois tout pile que s'était lancée cette 10e édition du Vendée Globe. Aux commandes d'une flotte qui continue de s'étirer encore un peu plus chaque jour, Charlie Dalin devance toujours Sébastien Simon et Johan Richaume. Tous les trois ont désormais franchi le Cap Lewin. Suite du programme, c'est naviguer entre l'Australie et la zone interdite dans à peu près 1200 villes. C'est l'océan Pacifique. On continue, ouais, à fond. En ralliant le cap de Bonne-Espérance au Cap Lewin en un peu plus de 9 jours et 22 heures, le skipper de Massif est devenu le plus rapide de l'histoire du Vendée Globe à joindre les deux caps, détrônant le record de Michel Desjoyaux établi en 2008. Un peu plus loin, derrière le quatuor de tête complété par Thomas Ruyant, deux hommes continuent de naviguer très proches, Jérémy Bayou et Nicolas Luneven. Tous deux dressaient ces dernières heures un premier bilan assez mitigé de leur option plus nord. La déception, c'est qu'en fait, j'ai fait le tour, comme Jérémy, on a tous les deux fait le tour de la grosse dépression qui est passée. J'étais pas censé perdre autant, enfin, on n'était pas censé perdre autant avec Jérémy, en fait. On n'a pas eu les conditions qu'on espérait, donc ça nous a pas mal ralenti. Donc on a perdu pas mal de terrain sur la tête de flotte. Normalement, on aurait dû rester à peu près dans le match avec Johan et Thomas Ruyant. Un sentiment mitigé partagé par Damien Seguin, un temps en queue du long peloton de tête. Le skipper de Groupe Apicil a perdu du terrain et se place désormais à la jonction entre l'avant et l'arrière de la flotte. C'est vraiment pas le début de course que j'imaginais. J'ai pas réussi grand chose dans ce que j'ai entrepris, que ce soit en option, etc. Je sais que l'Indien c'est compliqué, c'est la troisième fois que j'y viens et la troisième fois que je me dis que c'est pas ici que j'achèterai du terrain, ça c'est sûr. Forcément quand le matériel souffre, nous les marins on souffre aussi et puis mentalement c'est pas facile à suivre. L'ensemble des skippers continue de tracer son sillage dans un océan Indien où les conditions évoluent en permanence et où les dépressions se succèdent les unes aux autres. Au sud de la seconde moitié de flotte, plusieurs skippers se préparent ainsi à entrer dans le plus fort de la dépression qui les poursuit, avec des rafales attendues entre 35 et 50 nœuds. Je suis vite bloqué en fait, si vous voulez, entre la zone des glaces, donc la zone interdite, et dépression, donc je suis un peu en sandwich. Et c'est vrai que je me dis en termes de sécurité, c'est pas forcément la meilleure option. Le bateau, il est quand même vachement malmené et j'ai mal pour lui. Donc là, je remonte gentiment.
Les skippers doivent donc souvent trancher, risquer les zones de vent violents pour avancer plus vite ou bien contourner le danger avec l'obligation de rallonger sa route, une seconde option privilégiée par le Belge Denis Van Winberg. C'était un peu compliqué là, prendre la décision de faire plein nord depuis hier parce que je savais que j'allais manger grave au niveau des 1000 parcourus. Je préfère faire ça déjà pour me mettre un peu plus au chaud par rapport aux dépressions qui passent en dessous de nous, dans la perspective de 3-4 jours, voir ce que ça pourrait donner. Espérer toucher un anticyclone, une bordure d'anticyclone là qui nous amènerait peut-être jusqu'à l'Australie, donc ce serait pas mal. Dernier skipper en date à avoir passé le cap de Bonne-Espérance, le chinois Jing Kun-Su commence à apprivoiser l'océan Indien. L'émotion du premier cap passé à bord de Xingchen Timaikou a vite laissé place aux conditions rugueuses de son nouvel environnement. Au classement de ce 31e jour de course, le top 10 se stabilise. À bord de vulnérable Thomas Ruyant devrait être le prochain à franchir le cap Lewin dans la soirée de ce mardi. Dans la suite du classement, aucun changement à noter de la 11e à la 20e place. Le groupe de 4 emmené par Boris Herrmann et fermé par Clarisse Kremer reste très proche et se tient en 60 000. 16e, la Britannique Pip Air a constaté une fissure sur l'une des cloisons de son IMOCA. La skippeuse de Medallia devra donc prochainement effectuer une réparation en composite. À bord de Fives Group Lantana Environnement, 2 places de perdu pour Louis Duc, qui avait lui entamé des réparations ces dernières heures pour remettre en place son hook de grand voile. Violette d'Orange est 25e sur Devenir. En fin de classement, Manuel Cousin est 34e après avoir réussi à extraire des filets de pêche coincés dans la quille de son IMOCA coup de pouce. Denis Van Winberg rétrograde de 3 rangs et se classe 37e. Dans l'Atlantique Sud, le Hongrois Szabon Csöveröcs ferme la marche en 38e position. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et au pointage de 7h en ce mercredi matin, il n'y a pas de changement. Toujours Charlie Dalin en tête, suivi de Sébastien Simon et Johan Richomme. Passons à notre rendez-vous cinéma du mercredi. Je vous propose de découvrir une association cette semaine. Ça s'appelle la Manivelle à Film Vendée. C'est une association qui récupère des films d'époque pour en faire des documentaires. 2 diffusions sont justement prévues en janvier. Ce sera au Grand Luxe, le cinéma des Herbiers, avec un débat à la fin de chaque séance. On a 2 choses. On a déjà une base d'archives propre. Le réalisateur, donc Jean-Louis Bobo, qui est le fondateur de la Manivelle à Film, filme la Vendée depuis 1960. Mais aussi, on va chercher dans des bases comme aux archives départementales, ou surtout aussi dans les bases amateurs, c'est-à-dire les gens qui ont pu filmer en Super 8 depuis de nombreuses années, des gestes, des coutumes, des traditions. On a la Manivelle Film Vendée, donc, qui est une association, mais derrière, on a une boîte de production qui s'appelle le Cycloscope, qui est en région parisienne, et derrière, qui, eux, assurent toute la partie montage et modification de ces supports. On a des personnes qui sont équipées et qui adorent le cinéma, la partie vidéo. On a aussi des ethnographes, des spécialistes, mais on a aussi un professeur d'histoire, un passionné de la région. La boulangerie est avec son fort commercial, traditionnel, en Vendée. La boulangère a des Brochet, le fondeur. de guerre. Y'en fait bien sûr, car y'ose vu la boulangère. Boulange ta boulangère, mon gars, boulange ta boulangère. Boulange ta boulangère, mon gars, boulange ta boulangère. Fais bien gaffe, hein, faut pas regarder trop le feu, ça crame dur. Donc quand tu pousses le bois comme ça, t'as un retour de flamme à chaque fois. Les brioches, tu diras, François. Ah, puis on faisait de porte en porte. De porte en porte? Ah oui. On commençait chez en haut, on est rentré comme ça, tout le monde. Puis vous jouiez quoi au palais? Oui. Ah là, c'est peut-être limite. Ah non, c'est cuit, hein? C'est cuit, hein, faut pas se poser de questions. Dans les mêmes troncs encore.
bien souvent, quand on le diffuse dans les communes, il y a toutes les personnes qui font partie du film, il y a aussi les personnes qui savent qu'ils ont de la famille, parents, grands-parents qui sont sur des documentaires. Donc déjà, c'est intéressant. Et après, le film, on assure toujours un débat. Donc on essaye d'évoquer bien sûr le film, mais aussi les souvenirs qu'ils peuvent avoir. Et surtout il y a des gens qui sont heureux de revoir leur grand-père, et même des fois des personnes qui n'avaient aucune image, ni aucun sonore, aucun son des membres de leur famille. Et avant de terminer cette demi-heure, on passe au jeu. Que s'est-il passé aux abords de la cathédrale de Luçon le 26 novembre dernier ? Si, regardez dans votre agenda si vous habitez Luçon, il s'est passé quelque chose. 40 pompiers, une dizaine d'engins, des représentants de l'État, de l'Église ou encore des bâtiments de France s'étaient donné rendez-vous au même endroit, au même moment. Pourquoi ? À la clé, 3 gagnants qui repartiront chacun avec 4 places pour le spectacle Baraka, le cirque Baraka, plutôt, qui vous propose son spectacle au chaud entre le 20 et le 22 décembre du côté de Saint-Hilaire-de-Riez. Le tirage au sort, c'est vendredi après-midi. Bonne journée à vous si vous nous quittez. Rendez-vous à 7h demain matin. N'oubliez pas, pour les autres, on enchaîne sur TV Vendée. Call my name, I'll be there in a hurry. You don't have